L'issue du match numéro 6 entre le Canadien et le Lightning se joue en prolongation. Tout le monde est réuni. C'est une religion ici. Et une ambiance incroyable à soir. Ça se fait du bien. L'ambiance est survoltée aux abords du Centre Bell. Après 60 jours de conflit au Moyen-Orient, l'administration Trump rejette une nouvelle proposition iranienne. They've got to come up with the right deal. At this moment, I'm not satisfied with what they're doing. Autre impact de la guerre en Iran, c'est un choc pour les automobilistes. L'essence à plus de 2 $ le litre. C'est la pire crise de l'histoire. Le pétrole existe depuis 1870 qu'on le commercialise. C'est la pire crise et de loin. Il est 22 h, c'est l'heure de Nouveau Info. Bonne fin de soirée tout le monde. On a été sur le bout de notre siège pendant tout le match et encore une fois dans cette série, l'issue de la rencontre va se décider en prolongation pendant qu'on voit des images qui ont été tournées juste un peu avant donc le début du match. Aucun but lors des 3 périodes en temps régulier et ce n'est pas bien sûr terminé. Qui du Lightning ou des Canadiens va remporter ce match qui est vraiment très très stressant. Et là aux abords du Centre Bell, allons joindre Lily Mercure et le vidéaste Alex Volpato. Dans la foule, bon Lily, chose certaine, l'ambiance était survoltée, bien sûr, tout au courant de la soirée. C'est le cas encore, là. Oui, c'est encore le cas. Il y a beaucoup de monde qui sont sur place. Je dois dire, par contre, à un certain point, l'ambiance a un peu descendu parce que tout le monde attendait le premier but du Canadien qui est toujours pas arrivé. Donc là, la prolongation commence et il y a des fans qui sont derrière moi. Je vais leur demander comment on se sent ce soir. C'est une game serrée, mais on est fébrile puis on va la gagner, celle-là. Ouais? Ouais, je suis confiant. Ouais, 2 bonnes équipes, mais regarde. Le Canadien était clutch cette année, fait que on se passe à voir encore, puis let's go. Let's go, Habs, man. On va gagner. Quand même, prolongation, on trouve pas ça trop stressant? Ben non, mais ça vaut le coup de se déplacer pour ça. J'aime l'énergie. Ouais. Comment l'ambiance durant la soirée? Ben j'ai l'impression que tout le monde s'assemble pour toutes la même raison, puis je trouve une bonne énergie québécoise. Est-ce qu'on se parlait beaucoup? J'ai vu des gens quand même se faire des amis là, dans la foule. Oui, quand même, le monde sont assez sociables, puis on s'entend tous bien. C'est une bonne énergie. Donc voilà, on regarde la prolongation, on suit ce qui se passe. Oui, bien sûr, mais là, on savait là aussi que, bon, les policiers, des fois, craignaient peut-être qu'il y avait des débordements. Là, la sécurité, quand même, elle est bien présente, bon, évidemment, sur les lieux, là. Oui, il y a beaucoup de policiers aux abords du Centre Bell. On a vu l'escouade anti-émeute. Il faut dire aussi que il y a des barricades tout au long qui contiennent la foule. À un certain point, il y avait tellement de monde que les policiers ont sorti des gens pour faire un peu plus de place. Donc, il y a quand même de l'agitation. Là, je mentirais pas, il y a beaucoup de monde. Oui, voilà, pendant qu'on voyait des images là, qui ont été tournées, notamment sur l'avenue du Canadien, donc tout juste, bien sûr, aux abords du Centre Bell. On voit beaucoup de personnes, bien sûr, qui sont rassemblées. On voit les policiers, notamment, qui sont prêts, bien sûr, à intervenir parce qu'on craignait peut-être qu'il y ait des débordements qui ressemblent à ce qu'on avait vécu pendant la finale de la Coupe Stanley qui se passait en 2021. Donc, on n'a pas voulu prendre de chance aujourd'hui, pendant qu'on voit toujours des images en direct qui nous proviennent du Centre Bell. On voit que tous les gens, vraiment, sont rivés sur les écrans à l'extérieur. On est en train de regarder la prolongation. Il faut dire quand même que c'est pas la première fois depuis le début de la série, on le disait, que le Canadien et le Lightning vont en prolongation pendant les différents matchs. Mais là, quand même, match numéro 6, qui est un match extrêmement important parce que si le Canadien gagne, passe actuellement en deuxième ronde. Si le Canadien perd, eh bien, on va se rendre du côté de Tampa. Ça va se passer ce dimanche. Et là, vraiment, ce sera ce dimanche, le match décisif. Donc, décidément, on va continuer de regarder ça, même nous, du coin de l'œil. Lily, on va te laisser regarder la prolongation. On va aller te rejoindre, bien sûr, au courant du bulletin. On poursuit la discussion avec Meeker Guerrier. Bonsoir, Meeker. Salut, Sabrina. Bon, là, je le disais, c'est un match qui est extrêmement stressant. Est-ce qu'on pouvait s'attendre, justement, à avoir un match aussi serré ce soir? Le 0-0, on va en prolongation, là. Ben oui, tout à fait, parce que tous les matchs se sont soldés par un différentiel d'un seul but. Depuis le début de la série, il n'y a que le premier match qui s'est terminé 4-3. Le reste des matchs, c'était 3-2. Ce soir, ça va être 1-0, certainement, parce que le match est en prolongation et c'est 0-0. Un match excessivement serré, un jeu d'échecs, en fait, Sabrina, et on sent vraiment que les deux équipes font jeu égal. Et il n'y a pas de, disons, comment dire,
Il n'y a pas vraiment d'équipe qui a l'avantage. Les deux équipes ont frappé des poteaux pendant tout le match et ça va vraiment se décider là, par une seule petite marge en fin de match et c'est mérité comme ça. Là. Mais on me semble... Pendant que je te parle, je garde un œil sur le match en même temps, bien sûr. Aussi, j'entends nos collègues de RDS des fois qui s'exclament. Je me dis, mon Dieu, est-ce que c'était finalement le but gagnant? Peu importe pour quelle équipe. Mais il faut dire quand même que le Canadien a quand même raté plusieurs chances. Tu disais, on a vu beaucoup de poteaux. Là. Des fois, on disait, ah là là, il l'avait quasiment. Là. Oui, mais lorsque la rondelle frappe le poteau, les entraîneurs de gardien de but vont dire c'est que le gardien était bien placé parce que la rondelle n'a pas pénétré dans le filet. Donc, soit qu'elle frappe le gardien, s'il n'y a pas de place, ben, ça frappe le poteau. Donc, il faut donner du mérite aux deux gardiens qui ont fait le travail. Du côté du Lightning, Vasilevski a volé Demidov 2 fois de suite dans ce match-là. Jakub Dobeš a été égal à lui-même depuis le début de cette série. Il fait les arrêts clés, il est combatif. Il va chercher les rondelles. On l'a vu chercher à quelques occasions des rondelles, mais il a fait le travail. Donc, c'est pas pour rien que ça va se terminer comme ça ce soir de manière aussi serrée. Oui, et on a vu quand même tout un travail du vétéran Philippe Danault. Ça se passait en deuxième période. À un moment donné, on pensait que ça allait être un but du Lightning. Philippe Danault qui est venu arrêter comme ça. C'est un bon jeu, ça, du vétéran quand même qu'on a vu ce soir? Oui, vraiment. Philippe Danault, c'est pas le joueur qui est là pour marquer des buts. Il sait. Lorsqu'il était à Montréal, il avait le rôle du deuxième joueur de centre à l'époque. Et là, maintenant, il comprend son rôle de joueur défensif et il le fait avec beaucoup de fierté, ce rôle-là. C'est un vétéran qu'on a amené ici presque à la mi-saison et il montre vraiment pourquoi on est allé le chercher. Il montre vraiment sa valeur depuis le début. Donc, un joueur indispensable pour le Canadien de Montréal depuis le début des séries. Vraiment. Et là, bon, peu importe que ce soit le Lightning de Tampa Bay ou le Canadien de Montréal, devrait affronter lors de la deuxième ronde, possiblement les Sabres de Buffalo. Je suis en train de regarder le résultat. Là. Ouais. Il reste environ 2 minutes 30 à la dernière période et les Sabres mènent 4-1. Donc, on pourrait s'attendre à ce que l'équipe gagnante affronte finalement les Sabres de Buffalo. Exact. Ouais, c'est ça. Ça va être chaud jusqu'à la fin des séries. C'est comme ça chaque année, Sabrina. Et la première ronde est vraiment difficile. C'est pas pour rien que c'est aussi intense. Vraiment. Et là, on me disait à l'oreille que le Canadien est en supériorité numérique. Donc, on va se croiser les doigts. Merci beaucoup, Meeker. À bientôt. Bye-bye. Bon, maintenant, on va changer de sujet complètement parce que 60 jours après le début du conflit en Iran, le président américain s'est dit insatisfait d'une nouvelle offre de Téhéran. Et de l'autre côté, quand même, dans une lettre adressée au Congrès, Donald Trump a dit que les hostilités sont terminées. Lila Mouche nous résume la journée. Le président américain avait jusqu'au 1er mai pour demander l'autorisation au Congrès de poursuivre la guerre au Moyen-Orient. Mais son gouvernement avait laissé entendre qu'il allait ignorer ses obligations. Pourtant, le Congrès est le seul à pouvoir déclarer une guerre. Alors oui, une loi adoptée en 1973 permet au président de déclencher une intervention militaire pour répondre à une situation d'urgence. Mais ce même texte exige que le président, s'il engage des troupes américaines plus de 60 jours, obtienne une autorisation du pouvoir législatif. Sauf que l'administration Trump s'appuie sur le fait que depuis le 8 avril, il y a un cessez-le-feu en place. On Iran, ultimately, I would defer to the White House and White House counsel on that. However, we are in a ceasefire right now, which our understanding means the 60-day clock pauses or stops in a ceasefire. You're not in. Yeah. It's our understanding, just so you know. Okay, well, I do not believe the statute would support that. I think the 60 days runs maybe tomorrow, and that's going to pose a really important legal question for the administration. We have serious constitutional concerns, and we don't want to layer those with additional statutory concerns. Plusieurs analystes suggèrent que Donald Trump ne pense pas recevoir la majorité du Congrès pour continuer cette guerre. Là aussi, selon un sondage Ipsos pour le New York Times, 61% des Américains considèrent la guerre comme étant une erreur. Pourtant, le président assume ne pas avoir l'intention de demander l'accord du Congrès. Why are you not seeking congressional approval to extend? Nobody's ever sought it before. Nobody's ever asked for it before. It's never been used before. Why should we be different? La Maison-Blanche a reçu un plan de paix et Téhéran l'a transmis au médiateur dans ce conflit, le Pakistan. Les détails du plan, nous ne les avons pas encore, mais on sait que l'Iran veut instaurer un péage dans le détroit d'Ormuz. Donald Trump, aujourd'hui, continue de dire que cette guerre est un succès et que l'Iran est désorganisé. Mais ce nouveau plan ne fait toujours pas son affaire. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. Donald Trump insatisfait et qui trouve difficile de négocier avec l'Iran. Il continue par ailleurs ses menaces.
Et cette guerre qui se poursuit en effet sur le prix de l'essence, il a à nouveau franchi la barre des 2 $ ce matin dans plusieurs stations-service du Grand Montréal. Et ça, faut le dire, malgré la suspension de la taxe d'assises par Ottawa, cette mesure devait réduire le coût à la pompe de 10 cents le litre, selon le gouvernement fédéral. Et les automobilistes ne sont pas au bout de leur peine, parce que le prix du pétrole pourrait encore augmenter. Il y a des gens qui parlent de 150 $ le baril, voire même 200 $ le baril. Ceci dit, tout ça, c'est tempéré aussi par un élément, c'est que comme les gens voient les prix augmenter, ils consomment moins de pétrole. Donc, la demande fléchit un peu. Et c'est la loi de l'offre et de la demande. Si la demande fléchit un peu, bien là, évidemment, les prix vont un peu moins augmenter. Toujours sur la scène internationale, les frappes de drones russes en Ukraine ont atteint un sommet en avril. Moscou a lancé plus de 6500 drones le mois dernier. C'est une augmentation de 2 % par rapport au mois de mars. Les forces russes ont aussi multiplié leurs attaques durant la journée. Selon Kyiv, ce serait une tactique pour faire davantage de victimes civiles. Les négociations pour mettre fin au conflit déclenché il y a 4 ans sont présentement au point mort. Le caucus de la CAQ était réuni aujourd'hui à Rivière-du-Loup. Les députés voulaient se préparer pour la rentrée parlementaire qui aura lieu mardi prochain. Ils ne vont pas manquer de travail parce que tous les projets de loi morts au feuilleton vont être rappelés. Notamment, là, on parle du projet de loi Gaby-Renaud en matière de violence conjugale. Mais il y avait une absence remarquée à cette réunion. Le député Shirley Dorismont qui réfléchit toujours à son avenir politique. Vous le savez, on aura pas beaucoup de temps devant nous, à peu près 5 semaines, 16 périodes de questions. Les travaux seront extrêmement chargés. C'est sûr que la période est courte, mais on va être à l'œuvre de manière intense. Et puis, s'il faut rajouter quelques heures les lundis ou les vendredis en termes de session parlementaire, on le fera. On va retourner aux abords du Centre Bell après la pause. Restez là. Bon, finalement, le Lightning de Tampa Bay a remporté le match ce soir, ce qui force en fait la tenue d'un match numéro 7. Ça va se passer ce dimanche du côté de Tampa Bay. Mais pendant ce temps, quand même, les fans du Canadien de Montréal sont toujours rassemblés autour du Centre Bell. On va aller joindre encore une fois ma collègue Lily Mercure avec le vidéaste Alex Volpato. Mais tout de même, on sait également que l'équipe gagnante du match numéro 7 va affronter les Sabres de Buffalo parce que l'équipe de Buffalo a remporté ce soir son match contre les Bruins de Boston au cours des dernières secondes. Ils ont remporté le match 4-1. Mais somme toute, quand même, ce soir, on a eu droit à tout un match qui est serré. Et là, bien sûr, les partisans doivent être déçus. Lily, comment ça se passe sur place? Bien, écoute, Sabrina, je peux te dire qu'il y a beaucoup de faces longues. Je me permets l'expression. On a un fan avec nous. Comment on se sent ce soir? Je pense que tout le Québec, ce soir, a senti vraiment une tristesse, mais je pense vraiment que dimanche, on va reprendre notre avantage puis on va éliminer Tampa à la vitesse de l'éclair. On lâche pas, les boys. Donc, les fans ont encore beaucoup d'espoir. Je rappelle qu'il y a une présence policière sur place. C'est quand même relativement calme là, pour l'instant, à l'endroit qu'on se trouve. Donc, les gens retournent assez tristes à la maison. Là. Voilà, on voit les gens qui quittent d'ailleurs les abords du Centre-Ville. Merci beaucoup, Lily, d'avoir été avec nous. Bon, c'était la Journée internationale des travailleurs aujourd'hui. Il y a des groupes syndicaux et communautaires qui ont profité de l'occasion pour dénoncer les reculs en matière de droits économiques et sociaux. C'était notamment le cas à Trois-Rivières. Les détails avec Frédéric Bacon. Des mois, des milliers de travailleurs, peu importe leur domaine, qui demandent juste de l'écoute. On s'est déjà rencontrés pour le milieu communautaire. En tant que ministre de la région, vous n'avez pas fait grand-chose. Il y a des gens actuellement épuisés, qui craquent. Je rencontre des gens tous les jours, putain, qui tombent au combat. Les enjeux sociaux sont graves. Là, il est temps que vous agissez. Le ministre Jean Boulet n'était pas présent puisqu'il est présentement à Rivière-du-Loup où a lieu présentement le caucus précessionnel. Moi, les personnes qui travaillent dans mon bureau de comté, c'est pour répondre à des demandes de citoyens et citoyennes et ils ont dû quitter. Ils ont été avertis en avance et ils ont quitté mon bureau pour ne pas être victime d'agression. Donc, c'est important de rappeler que quand on manifeste, on le fait en respectant l'intégrité des personnes et des biens. L'ensemble des acquis qu'on a comme société, là, on les a obtenus avec les luttes de la classe ouvrière depuis les 100 dernières années. Et présentement, avec l'ensemble des attaques que le gouvernement nous font subir, c'est qu'on essaie de nous retirer l'ensemble de nos acquis présentement. Et ce qu'on va envoyer comme message aujourd'hui, c'est comme nos prédécesseurs, bien, on est prêt à se battre pour maintenir nos acquis.
Quel message est-ce que vous aimeriez lancer à M. Boulay? En fait, il faut qu'il prenne sa responsabilité en tant que ministre. En tant que ministre régional, il y a un message à porter auprès de Mme Fréchette. Mme Fréchette, elle est clairement en campagne électorale. On n'est pas juste dans la parure, dans les grandes phrases creuses. Maintenant, il y a des gens que ça fait longtemps qui revendiquent. Il y a des gens aussi, même on a vu des collègues syndicales, ça fait des années qui luttent pour des conventions. Dans tous les domaines actuellement, là, il y a des crises. Fait qu'ils agissent maintenant. Selon le co-porte-parole du mouvement, il faut s'attendre à d'autres actions dans les prochaines semaines. À Trois-Rivières, Frédéric Bacon pour Nouveau Info. On est le 1er mai et le taux horaire passe de 16,10 à 16,60 au Québec. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé d'où est né le salaire minimum? Les origines remontent à la fin de la Première Guerre mondiale avec la présence des femmes sur le marché du travail qui ont de très mauvaises conditions. En 1925, la loi du salaire minimum des femmes rentre en vigueur. Le but, c'est de fixer un salaire minimum dans le milieu industriel. On parle à l'époque d'environ 12,20 $ par semaine. Sauf que c'est très loin d'être parfait. À l'époque, ça va créer des centaines de salaires minimums qui sont différents selon le secteur et plusieurs entreprises vont réussir à trouver des failles ou encore engager des hommes. Dans les années qui suivent, plusieurs commissions vont naître et disparaître pour essayer d'améliorer la situation. On va aussi statuer que le salaire minimum est plus bas pour les personnes qui ont du pourboire. Il faut attendre 1940 pour avoir la loi sur le salaire minimum qui vise tous les salariés chez les employeurs ou encore à domicile. Ensuite, on va continuer à voter des augmentations au travers des années, mais le taux peut encore changer selon les employeurs. Finalement, vers 1980, la loi sur les normes du travail permet au gouvernement de fixer le salaire minimum. Et pour les curieux, c'est à partir de 1983 qu'il faudra déclarer les pourboires aux impôts. Les hausses, comme on les connaît aujourd'hui, débutent en 2002 avec le gouvernement qui va instaurer un mécanisme de révision annuelle. Avec le temps, on va passer d'un salaire de 7 $ en 2002 à 16,60 $ aujourd'hui en 2026. Il y a près d'une semaine, le populaire village de grandeur nature Bicoline a été ravagé par les flammes, mais c'est loin de freiner les ardeurs des amateurs qui se rassemblent notamment en fin de semaine au salon Passion médiévale de Laval. Il y a Tremblay s'y est rendu. Bienvenue au Salon de la Passion médiévale. Ici, on se déguise en chevalier, en elfe ou en magicien, peu importe. C'est un immense rassemblement pour les passionnés de médiéval. Et au Québec, ils sont de plus en plus nombreux. C'est une industrie qui est émergente, c'est une industrie de loisirs, mais elle est très vivante, elle est très active, on en voit beaucoup. Là. Et de plus en plus d'ailleurs, ça alimente un loisir qui s'appelle le Grandeur Nature, qui est un espèce de jeu d'immersion qui dure une fin de semaine de temps. Puis le Salon de la Passion médiévale, c'est beaucoup devenu l'endroit pour que les pratiquants de ce loisir-là se réunissent. Je pense que d'année en année, ça grossit. La pop culture fait qu'il y a beaucoup plus de trucs de fantastiques, que ce soit médiéval ou autre, là, qui s'inspirent. Je pense que les gens, c'est plus accessible, c'est moins marginalisé aussi qu'à l'époque. Puis les gens, ça devient cool de vouloir se déguiser. Les gens ont de plus en plus besoin de s'évader. Donc le jeu, l'imaginaire fantastique comme ça, c'est hautement important. C'est de laisser mon téléphone là, laisser ma montre, laisser comme j'ai rien à faire. Je me lève le matin à une colline, puis j'ai rien à faire. Puis c'est comme qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui, puis je vais faire ça. Puis qui je veux être aussi. Qui je veux être exactement aujourd'hui. Puis non, c'est une liberté qu'on retrouve nulle part ailleurs. Bicoline, c'est le plus important site à thématique médiévale au Québec. Et cette semaine, il y a un incendie majeur qui a lourdement endommagé le site. Au total, c'est 22 bâtiments qui ont été détruits. C'est un choc pour la communauté, à peine quelques jours avant l'ouverture du salon. C'est dur, là. Il y avait une activité pendant, l'incendie est arrivé pendant qu'il y avait une activité, fait que les gens ont pu comme voir le brasier puis entendre. Ouais, j'étais allé à Bico quand ça brûle. Fait que, tu sais, c'est rough, là. Moi, j'ai des chums qui viennent à soir qui font partie des cabanes qui ont passé au feu. Fait que c'est émotif. Pour eux, c'est 20-25 ans de leur vie qui est passé au feu. C'est pas juste une cabane, tu sais, c'est leur souvenir, c'est tout. C'était quand même traumatisant d'être là sur place parce qu'on savait pas non plus à quel point ça allait comme s'étaler à ce moment-là. Puis c'est ça. Non, c'est un cauchemar qui est devenu réalité pour vrai. Comme vous pouvez voir, on est encore dans la phase adolescente de montage où est-ce que on voit de quoi ça va avoir de l'air. On n'est pas encore tout à fait rendu au produit final. On attend environ 5000 personnes au salon en fin de semaine. Il va y avoir des combats, des cracheurs de feu, puis même des performances musicales. Puis pour ceux qui participent, c'est plus qu'un salon. C'est un point de ralliement pour une passion qui rassemble des milliers de Québécois. À Laval, Elliott Tremblay pour Nouveau Info. Bonsoir, Raphaël.
Bonsoir, Sabrina. Alors, c'est le début du Festival de l'érable à Plessisville. Et ça va grouiller dans la cabane. Plessisville, il y a tellement d'activités pour le Festival de l'érable. Plusieurs performances, plusieurs spectacles, notamment Francis de Grandpré qui sera en spectacle demain. Une tonne d'activités, danse country, des jeux gonflables. Il y a même une compétition culinaire pour les 12 à 17 ans. Il y a des courses d'auto. Il y a une parade aussi dimanche. Puis évidemment que, bon, l'érable est à l'honneur. Donc, il y a tout un marché, plein d'exposants qui sont là pour vous offrir des tonnes de produits d'érable. Fait qu'on va pouvoir se sucrer le bec en masse au Festival de l'érable de Plessisville. Maintenant, à Saint-Jean, sur Richelieu, c'est le Festival Sève. 4e édition de ce festival qui est un mélange de musique, un mélange d'humour. Et ce qui est le fun, c'est que c'est gratuit. Et on cherche ça souvent à la fin de semaine. Il annonce beau en plus. Mais là, en famille, c'est complètement gratuit. Festival Sève à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans le Vieux-Saint-Jean. Et demain, notamment, spectacle de Loud. Ils chantent quoi, Loud? Toutes les femmes savent danser. Son méga hit, c'est tellement bon. On l'écoute? Elle sourit pour les miroirs et les lentilles. Quand elle m'envoie des photos, elle est sans filtre. Et dimanche après-midi, il y a un grand nom de la chanson québécoise qui va offrir un spectacle en surprise. Fait qu'on vous dit pas c'est qui. Il faudra être au rendez-vous dimanche. Une zone familiale aussi au Festival Sève avec de l'animation, des food trucks. Festival Sève qui est toute la fin de semaine dans le Vieux-Saint-Jean. Et il sera possible de voyager à l'autre bout du monde, mais tout en restant à Montréal, parce que c'est la semaine du Japon qui commence. On célèbre l'Asie, semaine du Japon qui a lieu à l'intérieur. Donc, c'est une programmation intérieure dans plusieurs lieux à Montréal. Il y a des restos, il y a des boutiques qui vous offrent des menus spéciaux. Il y a plein d'activités culturelles aussi, donc différents lieux. Faites consulter la programmation sur asiasie.com pour repérer les différents lieux. Et on reste dans la même thématique parce que le festival Accès Asie, le coup d'envoi est donné. Pourquoi? Parce que au mois de mai, c'est le mois du patrimoine asiatique du Canada, au Canada, donc 31e édition. On met de l'avant les créateurs, les créatrices asiatiques. Ça passe par des tonnes de formes d'art. Entre autres, il y a du cinéma, il y a des arts culinaires, il y a du théâtre, donc vraiment dans toutes les formes des arts. Et c'est accèsasie.com pour toute la programmation, encore une fois, un peu partout à Montréal. Toujours des excellentes suggestions. Merci beaucoup, Raphaël. Bon week-end. Merci, bonne fin de semaine. Et on se quitte avec des images en direct de l'extérieur du Centre Bell à Montréal. Je vous rappelle que le Canadien s'est incliné 1-0 donc face au Lightning de Tampa Bay en ce match numéro 6. Les deux équipes se donnent donc rendez-vous ce dimanche pour le match décisif, match numéro 7. Qui va remporter cette première ronde des séries? Eh bien, c'est ce dimanche qu'on va le savoir. Alors voilà, là-dessus, passez une bonne soirée et on se retrouve la semaine prochaine.